Ben Baudouin, en compagnie exceptionnellement à distance de Yoann Lennes. Comment vas-tu, mon cher Yoann? Comment ça se fait que t'as pas pu te joindre à nous là aujourd'hui en studio? Ouais, on travaille fort, hein. Vous le savez, moi, Académie Connexion, le gym, ça fait 3 ans. Ça l'a fait 3 ans. On a fêté nos 3 ans samedi dernier. Puis là, ben, en fait, je suis en train d'installer un ring dans le gym. Puis c'est un petit peu plus coriace que j'aurais pensé. C'est un pas pire adversaire. Fait que ça me demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. La photo que tu m'as envoyée à matin, le gars, il avait de l'air à bout. Il dit je pourrais pas être là, Ben, on peut-tu faire ça à distance? Tout ça. Il m'envoie une photo de lui avec des lunettes de construction. Il avait l'air trempe en lavette, comme s'il venait de faire Exact. Je deux passe des heures de chandails, là. sparring. Ouais, j'ai chaud, c'est l'enfer, je suis pas habitué, puis je lève mon chapeau, man, à tous les gars qui sont manuels, tous les gars sur la construction qui travaillent à des grosses chaleurs comme ça, pour vrai, là. Euh, Good job. Puis moi, je t'ai renvoyé la photo de moi en train de peinturer mon bureau à la maison. Donc, Exactement, toi aussi, t'es... on est là-dedans, hein? On est là-dedans. C'est l'été, c'est un peu plus tranquille au travail, en tout cas de mon côté, tout ça. Fait qu'on en profite. Puis ceux qui ont écouté le show ou qui l'ont regardé, le show de la semaine passée, je me sentais un peu cheap de ne pas avoir été là pour mon déménagement, là, alors que j'étais à Vegas. Là, je me reprends tranquillement, pas vite, avec les travaux et les petites rénaux qu'on a à faire dans la maison. Bref, on se rachète comme on peut, hein, c'est ça? Exactement. Ah, ben, hâte de voir ça. En tout cas, Johan, si tu as besoin d'aide, je vais aller donner un coup de main à ton gym, surtout que tu as offert de m'entraîner presque gratuitement. Là. J'ai toujours pas embarqué dans le projet, mais bon, peut-être que le ring de box va peut-être me convaincre. Bref, on ira voir ça. Beaucoup de choses au Exact. menu aujourd'hui, mais on part ça tout de suite. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Et oui, jeudi 17 juillet, autre épisode du SOS Podcast. Beaucoup de choses au menu, je le disais d'entrée de jeu. On revient sur l'UFC Nashville. Yoann, Derek Lewis. Que dire de plus, honnêtement? Quelle performance, quel personnage, quelle quelle carte en plus on a eu. Là. Incroyable. On a bien des choses à dire là-dessus. Beaucoup de bons combats, beaucoup de belles performances. On revient là-dessus en début d'émission. Bien sûr, grosse mise en bouche à l'aube du gala de la fin de semaine. Gala télé à la carte, UFC 318. Le chant du cygne, la dernière danse de Dustin Poirier. Complète sa trilogie avec Max Holloway pour le titre BMF, le titre du dur à cuire. J'ai eu la chance de m'entretenir avec les deux, avec Poirier et avec Holloway, les deux super sympathiques. Quelques extraits de mes entretiens avec eux, puis on fait le tour de la carte. Et bien sûr, comme d'habitude, on termine ça avec les actualités. Peut-être des nouvelles d'un combat potentiel, Yoann? J'ai eu des renseignements, mais pas de nouvelles encore. OK, on peut peut-être pas confirmer. En tout cas, il y a eu Samouraï. Il y a quelques nouvelles à dire sur Samouraï, mais peut-être qu'on pourra pas entrer autant dans le détail que je pensais. Mais bref, c'est un bon teaser. Restez là jusqu'à la fin de l'émission. Derek Lewis qui a battu Taliesin Teixeira cette fin de semaine. Ça a pris 35 secondes. Bon vieux Derek Lewis, 16e KO à l'UFC. Yoann, c'est un record. Il avait déjà le record. Il améliore cette marque-là. Ses commentaires après le combat, il dit il m'a manqué de respect. Je savais qu'il avait juste affronté des cannes de tomates. Je voulais y prouver que c'est un combat facile, dans le fond, alors que Lewis était le négligé à 40 ans. L'autre, on le voyait arriver 25 ans seulement. Une puissance. Il y avait juste des KO. Écoute, le Black Beast l'a mis dans sa petite poche d'en arrière. C'était pas chic, mais je veux dire, quand il touche, ça prend juste ça. Là. C'est rarement chic, là, Derek Lewis, là. Puis honnêtement, c'est Derek Lewis. Puis moi, quand je l'ai vu rentrer dans l'octogone, il avait perdu du poids. Il a eu tout un camp d'entraînement pour ce combat-là. Il l'a pris au sérieux. Il savait que s'il était en mesure de gagner ce combat-là contre un jeune vétéran comme ça, un jeune loup qui arrive, tu sais, Derek Lewis, ça prend un combat, il prend le micro, il se remet sur la map, puis c'est ça qu'il a fait. Là, on veut voir Derek Lewis absolument revenir dans un combat, potentiellement pouvoir remonter les échelons. Texera, malheureusement, selon moi, c'était rapide pour lui. Ben oui. Il a gagné un combat à l'UFC. Il sort de Contender Series encore, donc il est encore très jeune, très mûr. Pour moi, c'était vraiment rapide. Là. Ouais, exact. Est-ce que tu trouves que l'arrêt de l'arbitre a été rapide ou tu étais d'accord avec ça?
ça aussi, c'est un sujet qui est un peu controversé. Selon moi, l'arrêt de l'arbitre était parfait parce que Teixeira faisait face au grillage, il avait les mains dans le grillage, il n'était pas dans une position intelligente pour se défendre. Et en plus de ça, il faut garder en tête une chose, à ce poids-là, un coup ça pardonne pas, il venait de se faire ébranler. C'est un jeune combattant qui est en début de carrière. Est-ce qu'on veut vraiment lui donner le coup d'assommoir pour vraiment... Non, je pense que c'était vraiment une bonne décision. Puis on a eu l'exploit de Derrick Lewis qui gagne son combat, puis qui va célébrer, qui prend le micro. Puis moi, là, ça a été le clou de la soirée. Ça a vraiment fait de l'UFC Nashville une grande soirée. Là. Exact. Qu'est-ce qu'il est allé faire après? Il a enlevé ses pantalons, pas au complet, il a gardé ses boxers, il a enlevé ses shorts. Il est allé dans le coin de Teixeira, il a fait comme un chien qui urine pour marquer son territoire. Après ça, c'est ça, comme tu dis, il a pris le micro, il a fait un Derrick Lewis, il a dit plein de niaiseries là, qui ne se répètent pas nécessairement ici au podcast, notamment qu'est-ce qu'il allait faire avec sa femme le soir même, bref. Mais il a aussi dit que c'est ça, il dit « Moi, je parle pas portugais, mais je les regardais aller, puis je savais qu'il me manquait de respect. » Puis, tu sais, c'est ça. On l'a senti qu'il l'a pris personnel un peu. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, ça faisait 1 an, on le met contre un jeune... Tu sais, on le met contre un gars qui n'a jamais rien prouvé. Je sais pas, peut-être qu'il l'a pris, puis c'est comme... l'attitude de Teixeira et de son équipe, tout ça, il y avait le couteau entre les dents de Derrick Lewis. Là. Oui, puis c'est comprenable parce que tu te mets dans la peau de Derrick Lewis qui était pas sur une bonne lancée. On le sait, Derrick Lewis était sur une lancée négative. Il avait perdu ses derniers combats. Là, on lui donne en main event un jeune combattant qu'on essaye un petit peu de monter, sur les échelons. Sur le dos de Lewis. Exactement. Puis pour un gars comme Derrick Lewis, c'est vraiment insultant ça. Puis moi, quand j'ai écouté un petit peu ses entrevues de début de combat et tout, quand j'ai vu à quel point il avait pris ce combat-là au sérieux, je me suis dit ça peut être une grosse victoire pour Derrick Lewis. Puis cette victoire-là, justement, elle est pleinement méritée. Puis s'il continue d'avoir ce sérieux-là, parce que là, on le sait, c'est un 3 mois intense de camp d'entraînement, il faut que ça se maintienne dans le futur. Je serais curieux de savoir à quel point Derrick Lewis, au niveau de son poids, la différence entre ses derniers combats, j'aimerais ça, je pense que je vais essayer d'aller regarder, parce que selon moi, il était plus bas qu'il était d'habitude. Il n'a peut-être pas eu besoin. Je sais qu'il a fait osciller la balance à 261. Donc, il était un petit peu sous la limite de 265. Donc, il n'y a pas eu de coupe de poids à faire. Peut-être que les dernières fois, il devait faire une petite coupe de poids pour atteindre le 2,65, effectivement. En tout cas, puis là, je pense qu'il a dit dans ses entrevues avant le combat, il a dit « Moi, j'ai jamais affronté Thomas Spinall. » Puis on sait que Thomas Spinall est le champion incontesté maintenant. Donc, est-ce que c'est suffisant? Je pense pas qu'il est le premier sur la liste, mais s'il en gagne un autre de cette façon-là, pourquoi pas? Parce qu'Aspinall ne veut pas, il va avoir fait le tour aussi du top 5 avant longtemps. Là. Il en a battu quelques bons. Là. Oui, puis... Chez les poids lourds, veut pas, la liste n'est pas super longue. Puis on va s'entendre pour dire que Derrick Lewis a quand même, parmi ces gros noms-là, on pourrait nommer des Volkov, on pourrait nommer des Blade. Hey, c'est tous des combattants que Derrick Lewis a passé le KO. OK, là on parle, il y a Gain, il y a beaucoup d'autres gros noms, mais la liste n'est pas énorme. Non. Exact. Fait qu'à suivre, mais comme tu dis, clou du spectacle, c'était lui qui est en finale, puis ça n'a pas duré longtemps, mais les gens en ont eu pour leur argent parce que c'était tout un spectacle, cette victoire spectaculaire du Black Beast. Gabriel Bonfim contre Stephen Thompson, il est allé chercher Bonfim, le Brésilien, en demi-finale, une victoire par décision partagée. Est-ce que c'était réellement une victoire? Je vais sur MMA. Moi, je l'ai regardé, je ne suis pas convaincu. C'est pas le plus grand vol de l'histoire, mais j'avais Thompson, je pensais qu'il en avait fait assez. Je vais sur MMA Decision, regardez ça. 95% à peu près des membres des médias qui ont noté le combat donnaient la victoire à Wonderboy Thompson. Est-ce que tu es d'accord avec leur vision? La victoire à Wonderboy, j'avais l'impression qu'il coupait plus le combat, surtout sur ses pieds, qu'il avait une meilleure distance. J'avais vraiment l'impression que Bonfim, tout ce qu'il faisait, c'était essayer de se précipiter pour se coller. Mm-hmm. Puis, contre la cage, oui, il y a eu des amenés au sol, mais il ne faut pas oublier que ça prend un amené au sol permanent de 3 à 5 secondes. On garde la personne au sol, on est en mesure de faire du dommage. Thompson a toujours été en mesure de créer des revirements pour se relever rapidement. Fait que, moi, à mes yeux, Thompson avait gagné ce combat-là.
je regardais le combat avec d'autres personnes autour de moi, puis les autres me disaient que Thompson perdait. Fait que quand la décision s'est rendue, je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui ai mal regardé le combat, mais selon les statistiques, Thompson était dans la bonne voie pour remporter. Là. Ce qu'il a fait, en fait, c'est que le troisième round est un peu difficile à juger parce que, tu sais, Bonfim a gagné le premier. Thompson a réussi à aller voler un petit peu le deuxième parce qu'il s'est pas fait ébranler, mais il s'est blessé à la jambe là, solidement. Il y a un de ses coups de pied qui a été bloqué, une énorme coupure, ça l'a fait trébucher, donc il s'est retrouvé au sol. Mais il est revenu à la toute fin du round avec un coup de pied qui a ébranlé Bonfim. Donc, deuxième round à Thompson. Puis au troisième, c'était un petit peu un jeu d'échecs, comme tu dis, tu sais, à distance, avec ses coups de pied, avec sa jambe aussi qui était un petit peu affectée. Thompson a eu plus ou moins de succès, alors que Bonfim, lui, comme coupait les distances, se lançait vers son adversaire pour essayer de l'agripper ou l'amener au sol. Ce qu'il a réussi à faire avec un contrôle de 2 minutes et un peu plus, mais 2 minutes où il n'a absolument rien fait. Donc, c'est ça. Pas de dommage. Pas de dommage. Donc, est-ce que vu que Thompson n'a pas été capable nécessairement lui de faire lui non plus du dommage debout, on récompense... C'est comme un peu lequel des deux a le moins mal fait dans le troisième round. Il était particulier ce round-là. Mais je suis d'accord qu'il y a des... C'est ça, c'est un peu un problème. Puis je pense qu'on veut régler ça un petit peu dans les arts martiaux mixtes. Puis on veut revoir les règlements ou en tout cas les préciser. Parce qu'il ne faut plus récompenser des amenés au sol où il ne se passe rien ensuite. T'sais. Oui, il faut les récompenser, exact. Mais il ne faut peut-être pas leur donner l'importance qu'on leur accorde présentement ou qu'on leur accordait à une certaine époque. Bref. C'est la même chose contre le contrôle au niveau de la cage. Le contrôle contre la cage, il va falloir essayer de créer des solutions avec ça parce que c'est trop facile de garder la personne contre la cage un 30 à 40 secondes. Ça prend quelque chose. Ben, c'est facile. En même temps, les lutteurs diront ça prend des... Et tu le sais peut-être plus que moi, là. Oui. Je veux dire, ça prend quand même mais une force physique et tout. Ça reste que ça ralentit beaucoup le rythme, ça ralentit le combat. Donc, ça peut avantager, mais en même temps, ça l'élimine beaucoup des secondes. Ouais, 100%. Bref, donc voilà, Thompson qui perd, mais en tout cas, je pense pas qu'il perd beaucoup de plumes. Ça va pas bien, on en parlait la semaine passée, pas sur une super bonne séquence, mais lui, il considère qu'il a gagné ce combat-là, puis il reste qu'à 42 ans. Faut-il le rappeler? C'est tout un athlète. Là. Tu vois que c'est un gars qui est sérieux dans sa préparation. C'est un vrai de vrai professionnel. Moi, ça m'impressionne. Surtout avec son style. Tu as besoin d'un jeu de pied ultra rapide, tu as besoin d'une souplesse incroyable avec les coups de pied et tout ça. Puis là encore, là, c'est fascinant. Il est en grande forme, puis c'est vraiment un as dans son domaine. Puis, on le voit, là, lui, c'est une ceinture noire de karaté, puis on voit qu'il maîtrise vraiment bien. Puis moi, ce que je trouve fascinant, c'est de voir qu'il garde son style parmi les meilleurs dans le monde dans l'UFC, qui est en mesure de rivaliser en gardant son style, puis en n'ayant jamais essayé de se réinventer. C'est ce que je trouve vraiment... Ça prouve à quel point il maîtrise son art. Là. Exactement. OK, rapidement, un mot sur Steve Garcia qui a réussi tout un combat contre Calvin Kattar, un de tes coéquipiers du gymnase Tristar. Honnêtement, c'est dommage. Kattar, je pense que c'est une 5e défaite de suite pour lui. Il a 37 ans. Vraiment pas été capable de s'imposer. Alors que, chapeau à Garcia, je pense qu'il a mis énormément de pression, qu'il a un style pas vraiment orthodoxe, pas facile, mais toujours le premier à attaquer, puis toujours, tu laissais jamais Kattar répliquer. Je sais pas comment tu as vu ça, mais chapeau à Garcia et des questions à se poser du côté de l'Américain. Kattar? Ben c'est ça. On le sait, Garcia, là, il met une pression constante, semble tellement avoir des mains lourdes, semble se faire respecter énormément au niveau de sa boxe. Donc, ça fait en sorte que souvent, il réussit à imposer son rythme, puis les gens sont à reculons. Il est rendu classé 11e à 145 livres, Garcia. Il est sur 6 victoires consécutives. Ça va être un problème bientôt. Là. On a vu à quel point il a été dominant, malheureusement, contre Kattar. Heureusement pour lui. Donc, vraiment, j'ai hâte de le voir traverser peut-être le top 10 à les 145 livres. Là. Puis 5 défaites de suite pour Kattar. Ça fait mal? Malheureusement, que c'est la fin? Ça... Écoute, on le sait que Calvin Kattar a tellement fait des bons combats, a affronté les meilleurs dans sa catégorie. Écoute, peut-être que c'est le temps pour lui de prendre une petite pause, essayer de se réinventer. Peut-être la fin à l'UFC, une autre opportunité ailleurs.
Ça va être, je pense que c'est vraiment à lui de décider ou c'est l'UFC qui va décider s'il coupe. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va être à suivre. Là. Effectivement, il a déjà été dans des guerres. J'ai l'impression qu'il n'est plus le même. Je sais qu'il est revenu avec une victoire par la suite, là, mais sa guerre contre Holloway. Son combat contre Max Holloway a été incroyable. Là, incroyable dans le sens où il a survécu à un barrage phénoménal de coups. Il s'est pas fait passer le KO, mais il aurait peut-être dû. Il a pris du dommage pendant 25 minutes qu'il aurait peut-être pas dû prendre. Je me demande si. Mais il est rendu en tout cas, il est rendu à 37 ans aussi, là, je veux dire. Mais depuis ce combat-là, je trouve qu'il n'a pas gagné beaucoup de combats depuis. Il a gagné contre Giga Chikadze, mais c'est peut-être le seul qui a gagné depuis. C'est sûr que ça laisse des traces. Ouais. C'est sûr qu'un combat comme ça ne peut que laisser des traces. En rafale, le combat de la soirée, ça a été Morgan Charrière contre Nate Landwehr. Charrière, le Français, qui est allé passer le KO au 3e round au gars de la place, le Landwehr, qui se battait devant les siens. Gros combat. Ouais, c'était un bon combat. Chris Curtis, qui est... Je n'avais pas réalisé ça, mais c'était à 170 livres. Donc, revient à 170 livres. Ouais. Première fois à l'UFC. Combat très serré. Ouais, a perdu le premier round, a réussi à revenir de l'arrière contre Max Griffin, donc vétéran Curtis qui est allé chercher une victoire chez les mi-moyens. Jake Matthews contre Shidi Njokuani, ça on en avait parlé la semaine passée, on l'avait encerclé. Jake Matthews, c'est ça l'expérience d'un bon vétéran comme ça, laisse passer la tempête, mais on le sait, là, il y a des... C'est un bon choc de style parce que Njokuani, kickboxer, des coups de pied super... vraiment dur, mais Matthews, brillant, réussit à couper la distance, réussit à l'entrer à l'intérieur, puis aussitôt qu'il a pris le dos, c'était terminé. Ça n'a pas été très long là, d'aller passer une soumission, donc plan de match parfait en fait. Là. Ouais, très bien exécuté de la part de Matthews, là, que dès qu'il a eu le dos, on l'a vu, là, c'était pas question qu'il sorte de là. Lauren Murphy qui a pris sa retraite, c'est toujours émouvant de voir un combattant ou une combattante qui a donné sa vie à son sport, 41 ans, mettre les gants, déposer les gants au centre de l'octogone. Donc, belle carrière pour celle qui a été en 2021, si je ne m'abuse, en combat de championnat contre Valentina Shevchenko. Et un mot, Walter Walker, on en parlait, c'est peut-être presque rendu une blague. Là. Il va-tu faire un autre clé de cheville? Ouais. Ah, ben ouais, t'étais solide celle-là. Là. Une 3e de suite. Elle était solide, puis elle était bien faite, là, en plus, là, comme... Quand je l'ai vu, là, j'étais avec des gars un petit peu avec qui je fais du jiu-jitsu à l'académie, puis on s'est mis à l'étudier un petit peu cette clé-là, parce qu'honnêtement, c'est quelque chose qui se fait... C'est une prise qui se fait très bien, surtout quand quelqu'un essaie de t'amener au sol, tu utilises ce mouvement-là, donc... très bien exécuté, surtout pour un poids lourd, c'est vraiment impressionnant. Bref, 3e de suite, puis il arrête pas de dire j'en ai d'autres dans mon sac, donc plein de variations, mais celle-là, comment il s'appelait, Canadian Njoku, il l'avait pas vu venir, puis peut-être qu'on va l'avoir plus souvent, parce que honnêtement, comment tu peux te défendre contre ça, je sais pas, là. J'imagine qu'il aurait dû rouler peut-être vers l'avant, mais... Il y a des façons de faire, mais surtout Il y a des façons de faire, mais surtout en début de combat, quand on est sec, c'est là que c'est plus difficile de glisser. Donc, à ce pas, à cette grosseur-là, souvent, c'est peut-être pas les combattants les plus mobiles au niveau des chevilles, au niveau des hanches non plus. Puis à la force qu'ils ont, là, tu tapes facilement. Là. Super performance, en tout cas, de sa part, le frère de Johnny Walker, Walter, le poids lourd. 3e victoire de suite par clé de cheville. Bon, malheureusement, on a eu un petit problème technique. Notre ami Johan a dû nous quitter. Ça ne fonctionnait plus à ce niveau, au niveau de la connexion. Donc, je serai en solo pour vous parler notamment de l'UFC 318 cette fin de semaine. Énorme carte, énorme fin de semaine de festivités du côté de la Nouvelle-Orléans. Retour là-bas après 10 ans. Bien sûr, en grande finale, Max Holloway, Blessed contre Dustin de Diamond Poirier. Plusieurs trucs à surveiller là, en marge de ce combat-là. Plusieurs histoires. Mais bien sûr, la principale, c'est le combat de retraite de Dustin Poirier. À 36 ans, il a annoncé que c'était sa dernière danse. Ancien champion intérimaire des poids légers. Toujours classé 6e dans la division des 155 livres, mais est prêt à passer à autre chose après une glorieuse carrière qu'il mènera assurément au temple de la renommée. Mais Dustin Poirier qui quitte et l'UFC lui fait toute une faveur. Je vous fais une comparaison, peut-être boiteuse, mais je trouve qu'il parle beaucoup. Récemment, John Jones a
annoncé sa retraite. En fait, on l'a su en plein milieu de la nuit alors que l'UFC était en Azerbaïdjan pour un gala à Bakou avec le décalage horaire. Dana White parlait aux médias. C'était aux petites heures ici. Et au détour d'une question, il dit aux journalistes présents, en passant, John Jones est à la retraite officiellement, donc Thomas Spinall, champion des poids lourds. Tout le monde est comme, mon Dieu, OK, c'est officiel, c'est ça. Pas de grandes annonces pour un grand champion, faut-il le rappeler, un gars controversé, mais quand même. Quelques semaines plus tard, on se retrouve à l'UFC 318 et Dustin Poirier annonce plusieurs semaines à l'avance qu'il s'agit de son dernier combat et l'UFC, pour lui faire une fleur, pour lui donner, lui dire adieu comme il se doit, organise un gala en Louisiane, chez lui. C'est un gars de Lafayette qui a représenté son état natal tout au long de sa carrière. Il n'a pas pu se battre là souvent. Et là, on organise simplement pour Dustin Poirier un gala à la Nouvelle-Orléans pour lui dire merci et pour démontrer à quel point il a été important pour l'organisation et pour le sport des arts martiaux mixtes en général. Ça en dit long sur le respect que ce gars-là est allé gagner à travers ses 20 ans de carrière dans l'organisation, même s'il n'a jamais été, comme je le répète, champion et contesté. Il a été champion intérimaire. Mais c'est plus que ça, Dustin Poirier. C'est un gars qui est respecté par tous. Et le fait de se battre à la maison pour cette dernière danse, vous allez entendre Dustin Poirier, j'ai eu la chance de lui parler cette semaine, ça veut dire énormément pour lui. I'm proud of it. You know, I carry the Louisiana flag proudly and represent those people there. And when I went to the UFC and said, hey, I think I'm going to retire, but I would love to do it in Louisiana, I didn't know this was all going to work out. They didn't promise me that it would happen, but they promised me they would do everything they could to make it happen. And they delivered. The state of Louisiana and UFC got together and made this thing happen. And I'm forever grateful, you know, to drop the gloves and call it a career in the state of Louisiana where it all started, where I picked up my first pair of gloves and threw my first punches. You know, that's important to me to close this thing out. Alors voilà, ça risque d'être assez émotif. Ça l'est déjà, là, cette semaine de combat pour Dustin Poirier. Ça risque de l'être énormément samedi, peu importe le résultat, mais il va pas là pour perdre, je vous le garantis. Mais ce sera pas facile. Combat contre Max Holloway, qui fait son passage officiel, lui, à 155 livres. C'est déjà battu. Ancien grand champion à 145 livres, bien sûr. A perdu sa dernière sortie à 145 livres en combat de championnat contre Ilia Topuria. Mais a déjà gagné des combats à 155 livres, notamment un combat contre Justin Gaethje qui lui avait permis de mettre la main sur la ceinture BMF, ceinture qu'il défend en fin de semaine. Et là, il l'a annoncé, Holloway, je ne redescends plus à 145, je veux faire un bout de chemin à 155 livres. Donc lui, n'a pas le choix de gagner, là, en fait. Là. Parce que oui, que Poirier gagne ou qu'il perde, ben, bon, partir sur une bonne note, évidemment, c'est ce qu'il souhaite, mais il n'y aura pas de suite, à moins d'un retour, on ne sait jamais. Mais pour Max Holloway, il y en aura une suite. Et il vise un combat de championnat éventuellement contre Ilia Topuria. Il aimerait ça prendre sa revanche contre l'Espagnol à 155 livres cette fois-ci. Donc, vous allez entendre Max Holloway. Pour lui, pas question là, de laisser Dustin Poirier partir avec une victoire facile. Il veut jouer vraiment les troubles fêtes en fin de semaine. Come July 19th, when we're in there with Dustin, you know, I have a spectacular performance. I have something super memorable, and you know, I put my name right back in the mix with who get a title shot. You know, right now everybody keeps saying Arman should be fighting for the title. He's the number one contender, but then we have the president of the UFC going around and saying, yeah, he don't know yet. So you just gotta go make a moment, create a moment. If I can do that, especially with all the hype that's going around with it being Dustin's last dance. I like the position I'm in right now. To go stick my claim, you know, to try and fight for an undisputed title. En plus de ça, Max Holloway a déjà perdu 2 fois contre Dustin Poirier. Et il y a tout ce narratif-là de dire ce sera sa 2e trilogie, en fait. Il a une trilogie contre contre Alexander Volkanovski, Holloway. Il a perdu les 3. Il dit, c'est sûr que ma 2e trilogie, je ne veux pas perdre 3 combats non plus contre Dustin Poirier. Donc, hâte de voir. Les deux se sont affrontés une première fois en 2012. C'était les débuts d'Holloway. Il était tout jeune, il avait 20 ans. Poirier était très jeune aussi. En 2019, pour un championnat intérimaire à 155 livres, Poirier avait gagné une décision.
Mais à cette époque-là, ben Holloway était vraiment plus petit. On le voyait dans la cage, là, que c'était pas un vrai 155 livres à ce moment-là, Holloway. Là, il est passé, comme je le disais, de façon permanente dans cette division-là. Donc, il est le favori légèrement des preneurs au livre cette fin de semaine. Je parlais du fait qu'il veut partir sur une bonne note, Dustin Poirier. Ben, il l'a répété en entrevue lorsque je lui ai parlé cette semaine. C'est un vrai de vrai. C'est un vieux de la vieille. 36 ans seulement, là, mais un vieux de la vieille dans le sens que lui, il va pas là pour ramasser un chèque de paye. Il va là pour se battre. Il va là pour se... Il le fait devant les siens en plus, donc c'est important pour lui d'offrir une bonne performance. Mais même s'il a annoncé sa retraite, on le sent quand il parle et dans sa... Puis il a l'air dans une forme incroyable. Là, je vous le dis, je voyais des images sur les médias sociaux. Pour lui, ça demeure important. Là. C'est la victoire à tout prix, la victoire ou rien. C'est sûr que c'est difficile pour lui. Tout est nostalgique dans ce camp d'entraînement-là. Bon, dernière séance d'entraînement, de sparring, dernière séance de jiu-jitsu, dernière présence à ATT avec son équipe au complet, etc., etc. Donc, c'est sûr que la préparation est un petit peu particulière, mais on sent qu'il y a vraiment rien a été laissé au hasard. Et Dustin Poirier veut absolument tout donner devant ses fans en fin de semaine. Because I've never lost 2 fights in a row, and I'm not gonna do it now in my retirement fight. And like I said, I want to show the world that I can still compete with the best guys in the world, and I'm leaving on my terms. I'm leaving because I feel like it's time. I'm not leaving because I'm not trying to get a paycheck. I'm not hanging in there trying to see how many fights I can lose before the UFC cuts me or fans don't want to see me fight. I'm leaving main eventing a pay-per-view for a title in my home state. Like it's a beautiful story, and I'm happy with where I'm at. But I want to go out there and show my medal. I want to show that I'm still that guy. Et dernier extrait, encore une fois sur Poirier, parce que je le disais d'entrée de jeu, le respect que l'UFC lui porte, ben pas juste les dirigeants de l'organisation, pas juste ses patrons, là, ses adversaires aussi. Et j'ai posé la question à Max Holloway, il représente quoi Dustin Poirier pour toi en tant que combattant, en tant que personne également? Il dit en tant que combattant, c'est temple de la renommée assurée, mais encore au niveau personnel, au niveau à l'extérieur de la cage, Max Holloway n'avait que de très, très, très bons mots, que d'éloges pour son adversaire dans la fin de semaine. I don't judge people what they do in the octagon. I judge people what they do outside the octagon, and he's just a family man. In the running to be the baddest man on the planet with all of us. So that's cool. And then the way he gives back to his city, his town, and just to people around, it's very inspiring. So he's a stand-up dude. He's just a great guy, and there's a lot of slimy people in this sport, and I can look you in the eyes and tell you that Dustin ain't one of them. So he's just a great person. He's a great human being. Not only a top, one of the top fighters in the world, just a top human being in the world for sure. Alors voilà pour les commentaires de Dustin Poirier et Max Holloway. Les deux seront en vedette cette fin de semaine à l'UFC 318. Entrevue complète, si vous voulez écouter nos conversations, disponibles sur le site de TVA Sport, le tvasport.ca, et également sur la page YouTube de TVA Sport. Parmi les autres combats intéressants de cette carte UFC 318 en demi-finale, il y a Paulo Costa qui affronte Roman Kopylov, un duel chez les poids moyens. Costa est toujours classé 13e, Kopylov est 14e. Paulo Costa, phénomène physique incroyable, brésilien, mais il est sur 2 défaites consécutives, 1-4 à ses 5 derniers depuis qu'il a affronté Israel Adesanya en combat de championnat. Ça va pas très bien pour lui. Il se bat pas souvent, là. Il se bat à peu près une fois par année. Donc, est-ce qu'il se bat pour sa carrière? Peut-être pas, mais il se bat pour rester un facteur chez les 185 livres. S'il perd cette fin de semaine, tu sais, déjà que Paulo Costa, là, il se bat tellement pas souvent, puis ça va tellement pas bien pour lui ces temps-ci que déjà, il est un petit peu sombré dans l'oubli, malheureusement, alors qu'il y a quelques années, il était considéré comme un des plus beaux espoirs, là, un joyau vraiment de l'organisation. Vraiment, le train a déraillé complètement. Est-ce qu'il va être capable de revenir en gare, de retrouver ses repères? Ce ne sera pas facile contre le Russe Kopylov, qui, lui, est sur 2 victoires consécutives, 6-1 à ses 7 derniers. Bref, 2 gars qui sont sur
des pentes complètement opposées, là, des chemins complètement opposés qui se croisent. Qu'est-ce que va faire Paulo Costa? Ça va être intéressant à suivre cette fin de semaine en demi-finale de l'UFC 318. Dan Ige, classé 11e à 145 livres, affronte Patricio Pitbull, l'ancien grand champion de Bellator. On dit souvent qu'on n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. Pitbull va essayer de faire mentir ça parce que, deuxième sortie dans l'octogone pour lui. C'était assez beige lorsqu'il a affronté Yair Rodriguez à l'UFC 314. C'était au mois d'avril à Miami. Les deux Ige et Pitbull étaient sur cette carte-là à Miami. Ige est allé chercher une grosse victoire contre Sean Woodson par arrêt de l'arbitre, alors que Patricio Pitbull c'est ça, n'a pas très bien paru contre Yair Rodriguez. C'était difficile, il était hésitant. N'a pas été capable de se mettre en marche vraiment. Est-ce qu'il ne rajeunit pas là, dans la trentaine avancée, Patricio Pitbull, je le répète, là, ancien double champion de Bellator, a vraiment été sensationnel dans cette organisation-là, mais est-ce que l'âge commence à le rattraper? Bref, on va le voir, c'est parce qu'il y a un autre bon test, Dan 50K Ige contre Patricio Pitbull. Et sur la carte préliminaire sur les ondes de TVA Sport 2, combat que j'ai encerclé, Marvin Vettori contre Brendan Allen. Deux très bons poids moyens. Vettori dans le top 10 et 10e, en fait, et le vétéran italien, et Brendan Allen est 11e. Brendan Allen, pour ceux qui me suivent et qui écoutent le podcast depuis longtemps, ça a toujours été un de mes combattants préférés. En fait, un gars qu'on voit grandir dans l'organisation de l'UFC, puis on le voyait aller, puis on se disait que ce gars-là avait le potentiel de devenir, en tout cas à mes yeux, potentiel champion. Pas énormément de faiblesse, un très très bon jeu au sol, un bon jeu debout, bon athlète, très complet. Seulement 29 ans, là, je dois le rappeler, un vétéran de l'UFC, mais même pas 30 ans encore, mais là, lui aussi, là, un petit peu perdu le nord, un petit peu perdu sa boussole parce qu'il a perdu ses deux derniers combats. Sa dernière sortie contre Fluffy Hernandez, Anthony Hernandez, qu'on va voir dans quelques semaines, contre... je ne me rappelle plus contre qui, là, mais contre le Géorgien. Fluffy Hernandez, lui, est sur une bonne séquence, mais c'est ça, il avait fait qu'une bouchée, ou en tout cas avait très bien paru contre Brendan Allen, qui, lui, c'est ça, cherche un petit peu à retrouver le droit chemin. A la chance contre Vettori, qui, lui aussi, est un vétéran, qui n'est pas le plus technique, qui est un bon lutteur, mais qui aussi ne rajeunit pas. Donc, hâte de voir si, à 29 ans, Brendan Allen va être capable de freiner sa séquence de revers et retrouver le chemin de la victoire contre Marvin Vettori. Voilà, UFC 318, je le répète, carte préliminaire, 20h sur TVA Sport 2 et à la télé à la carte, les combats principaux avec Jean-Paul, Pat et Valérie dès 22h sur Indigo. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Voilà, j'ai retrouvé Roman Dolidze qui va affronter Anthony Hernandez. Voilà, j'avais un blanc, mais c'est Roman Dolidze. Ça va se passer par ailleurs le 9 août prochain. En finale d'un gala du côté de l'Apex, je crois. Roman Dolidze contre Anthony Hernandez. UFC Maison-Blanche, on y revient. Pas beaucoup d'actualité cette semaine, mais on revient là-dessus parce qu'il y a eu quelques développements. Je vous rappelle que c'est un projet dont on a entendu parler la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours. Là. Le président qui dit Dana White va nous organiser pour les festivités du 4 juillet en 2026 un gros gala sur les terrains de la Maison-Blanche. Et l'UFC a confirmé, oui, effectivement, on travaille là-dessus. Et quelques détails cette semaine de la part de Dana White qui dit... lui, il a pris le défi là, à bras-le-corps, puis il a dit on va faire quelque chose de vraiment spectaculaire. Il a dit ça va être la sphère sur les stéroïdes. C'est l'expression qu'il a utilisée. Et je vous rappelle que la sphère, ce gars-là qui a eu lieu en septembre dernier, on avait mis le paquet. Ça avait coûté extrêmement cher, mais c'était vraiment spectaculaire. Mais au niveau technique et tout ça, c'était tout un spectacle. Mais là, on veut faire quelque chose d'aussi
spécial, d'aussi spectaculaire sur les terrains de la Maison-Blanche. On veut vraiment mettre en valeur visuellement là, tous les monuments autour de la Maison-Blanche, le Capitole et tout ça, le Congrès. Bref, beaucoup de défis techniques là aussi. Là. Je pensais à ça tantôt en m'en venant. Et puis, où est-ce qu'on va mettre les vestiaires? Où est-ce qu'on va mettre les douches? On n'ira pas se doucher dans la Maison-Blanche. Les gars n'iront pas faire leur réchauffement là-bas. Il va falloir créer des infrastructures là, carrément au niveau de la Maison-Blanche. Mais bref, bon, ça aura lieu. L'UFC l'a confirmé, puis il a dit on veut mettre sur pied notre meilleure carte à ce jour. Ça va être la carte la plus spectaculaire que vous allez voir. Parole de Dana White. Et il n'a pas fermé la porte à un retour de Conor McGregor. McGregor, on vous le disait la semaine passée, s'est montré intéressé. Et un retour de John Jones. John Jones a dit, lorsque l'UFC Maison-Blanche a été annoncée, il a dit « Oh, ça c'est mon cue pour revenir. » Quelques jours seulement après sa retraite, il a dit « OK, je recommence, vous pouvez revenir me tester pour les tests antidopage. Je vais rembarquer dans le protocole et pour un retour éventuel, un combat de championnat peut-être à ce moment-là, dépendamment qui a la ceinture. » Bref. À suivre donc, mais se battre à la Maison-Blanche, on dirait que ça a eu un petit effet sur John Jones, qui d'ailleurs était au ESPYs, je pense, hier. J'ai vu ça passer sur les réseaux. Gala de ESPN, remise de prix. Puis je pense qu'il a présenté un prix, puis il l'a même dit. Là, il dit « Oui, je suis à la retraite, mais qui n'aime pas un bon comeback, un bon retour? » Donc lui-même, à la télé hier, semble avoir confirmé son intérêt pour revenir à l'UFC à 40 ans. Et autre élément de nouvelle, et c'est dommage qu'on ait pu Johan avec nous parce que je voulais en discuter avec lui, mais chapitre 16 de Samouraï, tout porte à croire que c'est pas annoncé officiellement, là, mais Daniel Lafont sur ses réseaux sociaux, le président de Samouraï, a dit que le prochain chapitre devrait avoir lieu au mois de septembre. On ne sait pas où encore, mais il a dit « Je vous promets une carte spectaculaire avec Yohan Lennes, Michael Dufort, qui est champion des poids légers de l'organisation, Alex Morgan, grand combattant 145 livres, et Jonathan Ramsey, ancien champion des 175 livres de l'organisation. Donc, une carte toute étoile. Yohan aimerait revenir en septembre. Je pense qu'il est de la partie. Bon, comme je vous dis, rien de confirmé encore. Probablement pas d'adversaire non plus. Mais un retour du White Lion potentiel et avec une carte toute étoile. Samouraï, chapitre 16 en septembre. C'est sûr qu'on va continuer à suivre le dossier. C'est sûr qu'on va peut-être essayer d'avoir quelques personnes en entrevue pour, lorsque ça va se préciser, nous parler de cette carte-là. On vous tient bien sûr au courant au SOS Podcast. Merci à JF en régie pour cet épisode. On se dit à la semaine prochaine avec l'équipe complète, on l'espère. Je m'appelle Ben Baudouin. Merci de nous suivre. À la semaine prochaine pour le SOS Podcast. SOS Podcast!